Merci Marion, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le volet imagerie de la cohorte French Minds. Alors, l'IRM cérébral, c'est comment dirais-je, une méthode qui permet d'acquérir des données de différentes modalités, principalement des données d'imagerie anatomique qui permet en fait de mesurer des paramètres comme l'épaisseur corticale. On peut aussi utiliser l'IRM de diffusion et notamment de la tractographie qui permet de reconstruire des fibres de substances blanches, comme vous pouvez le voir ici, qui permet de voir ce qu'on appelle la connectivité structurale, c'est-à-dire comment est-ce que les différentes régions du cerveau sont connectées entre elles. Et puis on peut aussi utiliser des méthodes comme l'IRM fonctionnel qui permettent en fait de capturer un signal qui reflète la consommation en oxygène des tissus cérébraux. Et on peut ensuite étudier la façon dont les différentes régions du cerveau sont connectées entre elles, et c'est ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle. Alors, en imagerie cérébrale, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en psychiatrie? Alors, comme vous le savez sans doute, on n'a pas de biomarqueurs dans le sens où, à l'échelle individuelle, on ne peut pas faire un diagnostic uniquement en se basant sur l'imagerie. Par contre, ce qu'on sait, et notamment grâce aux données du consortium Enigma, c'est qu'il y a des altérations dans la structure du cerveau dans différentes pathologies psychiatriques. Et cette étude, donc, qui a été publiée par Paul Thompson en 2019 et qu'on a repris récemment dans un article qu'on a publié dans le fameux numéro de Médecine Science dont vous entendez parler, elle a permis d'étudier l'épaisseur corticale dans différentes pathologies psychiatriques. Alors, l'épaisseur corticale, plus ici on est vers des couleurs rouges, plus il y a une diminution de l'épaisseur corticale, et plus on est dans des couleurs plutôt bleues, il y a une augmentation de l'épaisseur corticale chez les patients par rapport à des sujets contrôle. Ce que vous pouvez voir, c'est que par exemple ici dans la schizophrénie ou BD qui correspond au trouble bipolaire, il y a plutôt une diminution de l'épaisseur corticale qui semble d'ailleurs suivre le même pattern avec une diminution moins prononcée dans le cortex sensorimoteur, alors qu'au contraire, dans d'autres troubles psychiatriques comme les troubles du spectre de l'autisme, il y a à l'inverse plutôt une augmentation de l'épaisseur corticale. Donc évidemment, ça c'est des études qui sont faites dans des très grands échantillons à l'échelle d'un groupe. Ça ne permet pas de faire le diagnostic à l'échelle individuelle, mais ça commence, je dirais, à nous donner une idée de la cartographie en imagerie cérébrale des différentes pathologies psychiatriques. Aujourd'hui, notre objectif, évidemment, ça va être d'utiliser l'imagerie pour implémenter la médecine de précision. Il y a déjà des approches qui semblent, je dirais, assez prometteuses. Une des approches consiste en fait à utiliser l'IRM fonctionnel dont je vous parlais tout à l'heure pour cibler le traitement par stimulation magnétique transcrânienne dans le cadre de la dépression résistante. Pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs études, et on a pu aussi nous-mêmes dans l'équipe répliquer ces données, qui suggèrent que la connectivité fonctionnelle entre le cortex singulaire antérieur subgénial que vous voyez ici et le cortex préfrontal dorsolatéral que vous voyez là, elle est associée à une variabilité de la réponse à la stimulation magnétique transcrânienne, ce qui ouvre en fait la possibilité à proposer un ciblage individualisé pour chaque patient pour proposer ces traitements de stimulation magnétique transcrânienne aux patients qui souffrent de dépression résistante. Et ça a été d'ailleurs approuvé par la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui donc a approuvé un traitement qui propose un ciblage individualisé de la TMS basé sur l'IRM fonctionnel. Il y a d'autres méthodes, notamment celles qui sont développées par Renaud Jardry à Lille, qui permettent de faire de l'imagerie des patients qui ont des hallucinations auditives dans l'IRM pour pouvoir essayer de détecter la région qui est le siège de ces hallucinations. Et ça, évidemment, ça ouvre la perspective aussi à des traitements personnalisés. Par exemple, en utilisant la stimulation magnétique transcrânienne pour cibler spécifiquement une zone qui est associé à l'hallucination chez un patient donné, en utilisant d'autres stratégies comme le neurofeedback, et c'est ce que développe le professeur Jardry à Lille. Ça, c'est donc, je vous donne deux exemples finalement d'implémentation de la médecine de précision. Et donc finalement, c'est dans ce contexte où on a commencé à réfléchir au protocole qu'on voudrait implémenter dans la cohorte French Minds. Et donc on a réuni un groupe qui se réunit à peu près tous les 15 jours pour essayer de discuter finalement des séquences d'imagerie qu'on voudrait réaliser.
Alors, il y a plusieurs façons de faire de l'imagerie, il y a plusieurs modalités, mais il y a aussi des IRM avec des champs magnétiques qui sont assez différents, principalement des IRM à 3 Tesla, qui sont celles qui commencent à être maintenant assez répandues dans tous les centres hospitalo-universitaires. Il y a aussi des IRM à 7 Tesla. Vous voyez la différence entre les deux, avec vraiment une augmentation, une amélioration assez nette de la résolution spatiale. Et puis, il commence à y avoir, en tout cas, il y en a une actuellement en France, des IRM à 11,7 Tesla. Donc, vous voyez que au-delà des différentes modalités que je vous ai présentées, on peut aussi, en augmentant le champ magnétique, avoir accès à des informations auxquelles on ne pouvait pas avoir accès jusqu'ici. L'idée, c'est que l'IRM à 3 Tesla, elle permet d'avoir, elle est facile d'accès, elle peut être réalisée dans tous les centres, dans beaucoup de centres, en tout cas hospitalo-universitaires, alors que les IRM à 7 Tesla, il y en a beaucoup moins, et c'est plutôt des IRM qui sont utilisés dans des contextes de recherche. Dans le cadre de la Cohort French Minds, on a décidé de proposer à tous les patients de passer une IRM à 3 Tesla. C'était important pour que ça puisse être fait dans le plus de centres possible. Et puis, dans certains centres qui disposent d'une IRM à 7 Tesla, on voudrait en plus faire passer aux participants cette IRM pour aller explorer des questions qui sont plus spécifiques et tirer parti, en fait, de cette résolution très importante qui est apportée par l'IRM à 7 Tesla. Donc pour le protocole à 3 Tesla, il y a 15 centres d'inclusion en France. Donc ça représente évidemment un défi parce que ça veut dire qu'on va devoir homogénéiser les séquences à travers ces différents sites d'inclusion qui ont toutes des IRM différentes avec des marques différentes. Donc c'est vraiment sur le plan, je dirais, technologique et d'harmonisation un enjeu qui est absolument très important. Et on est justement, on a la chance de travailler avec la plateforme du CATI, qui est dirigée par Jean-François Mangin, Édouard Duchesnay et Marie Chupin, qui ont vraiment toute une expertise pour pouvoir collecter des données à travers différents sites en France et surtout homogénéiser pour être sûr qu'on puisse analyser de la même façon les IRM d'un centre à l'autre. Et puis, en ce qui concerne les séquences, on a voulu vraiment essayer d'innover. L'IRM fonctionnelle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est majoritairement encore utilisée avec une modalité qu'on appelle l'IRM de repos, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander aux participants d'être dans l'IRM pendant à peu près une dizaine de minutes, de ne penser à rien et de voir comment est-ce que son cerveau va s'activer au repos. Mais la difficulté, c'est que finalement, quand on parle de pathologie psychiatrique, on peut se dire que le fait de demander à quelqu'un d'être au repos n'est pas forcément la condition la plus écologique. Et c'est pour ça que des chercheurs ont développé ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel avec des stimuli naturalistiques, c'est-à-dire qu'au lieu de demander aux participants de ne penser à rien, on va leur faire visualiser des films et des films qui vont avoir des propriétés particulières qui seront labellisés de façon extrêmement précise avec des moments qui vont comment dirais-je, participer à l'activation des réseaux émotionnels, d'autres des réseaux de la théorie de l'esprit, qui sont finalement des choses qui sont beaucoup plus importantes, intéressantes, je pense, que juste d'étudier le cerveau au repos. On peut en fait raisonner un peu par analogie avec la cardiologie. Vous savez que vous pouvez avoir un électrocardiogramme au repos qui permet évidemment d'étudier toute une série de paramètres qui sont tout à fait pertinents, mais on a parfois besoin de faire un ECG, un électrocardiogramme à l'effort, c'est-à-dire qu'on va demander aux patients de réaliser un effort physique, et là, en fait, on va pouvoir parfois démasquer certaines anomalies dans le fonctionnement cardiaque et avoir accès, en fait, à d'autres informations. En fait, l'idée de cette IRM avec des films, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'étudier le cerveau dans son fonctionnement pendant des moments plutôt émotionnels, des moments plutôt sociaux, pour avoir une mesure qui est beaucoup plus écologique que simplement la mesure au repos. Et puis, l'autre innovation aussi qu'on souhaitait apporter, justement pendant ces IRM de repos, c'est d'utiliser un algorithme en fait qui va étudier le signal au niveau des globes oculaires et qui va réussir en fait à inférer à quel endroit du film qui est présenté à un participant, est-ce que le sujet va diriger son regard. Ça, c'est particulièrement important parce que ça va nous permettre de savoir déjà si le sujet est en train de vraiment de regarder le film, parce qu'il peut aussi s'endormir, fermer les yeux ou penser à autre chose. Donc ça permet de mesurer un petit peu l'engagement pendant le film. Et puis aussi, notamment dans les troubles du spectre de l'autisme, où on sait que parfois les participants ont tendance à regarder des zones qui sont moins pertinentes pour comprendre des phénomènes sociaux. Et ben ça va nous permettre de voir à quels endroits
endroit, finalement, les participants sont en train de regarder. Là, vous voyez, par exemple, une mesure où on voit que le participant est en train de regarder plutôt les yeux de l'enfant qui est présenté dans cette vidéo. Donc on essaye vraiment, en utilisant cette IRM avec des films et cette méthode aussi qui permet de voir où est-ce que le sujet est en train de regarder, d'avoir accès à des informations qui sont vraiment peut-être plus écologiques et plus intéressantes pour les pathologies psychiatriques que ce qui avait pu être fait jusqu'à présent. Je vous remercie de votre attention.